groupe du Paris-Alger-Dakar, auquel nous vous convions tous les soirs à retrouver le Paris-Dakar en direct avec les concurrents. Eh bien ce soir, un invité, un des concurrents, un des nombreux concurrents du Paris-Alger-Dakar. Il s'agit en l'occurrence de Alain Calvas, 32 ans et demi, présent dans les studios des relèves. Il est originaire de la région, puisqu'il est d'Aubenton. Oui, alors les micros, allons-y, ils sont ouverts. C'est bon? Ouais, c'est ouvert. Ah, j'ai aucun retour. Alors déjà, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ce soir, un invité, Alain Calva de Aubenton, qui a participé au rallye Paris-Alger-Dakar, que tout le monde rêve un jour de faire. Bonsoir, monsieur Calva. Bonsoir tout le monde. Je suis très content que vous avez accepté quand même de venir. Je vous ai téléphoné dans la semaine, vous étiez tout à fait d'accord. Oui, mais moi je suis heureux d'être là aussi. Discuter un petit peu avec vous, puis avec vos auditeurs. Alors déjà, Paris-Dakar. Oh. Non, allez, je regarde s'il est ouvert. Oui. Déjà, le Paris-Dakar, pour vous, ça... Enfin, la première question, depuis quand imaginez-vous de faire le Paris-Dakar? Ben moi, depuis sa création, j'ai envie de faire le Paris-Dakar. Alors, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait... Donc, c'était le 6e rallye Alger-Paris-Dakar. Et ça fait donc 5 ans, moi, que je rêve de le faire. Et disons que ça fait 3 ans que je le prépare, physiquement, et j'ai appris un petit peu le pilotage. Et 1 an que je prépare ma voiture pour le faire. Oui, parce qu'on peut dire que accéder au Paris-Dakar, enfin, d'après les journaux que j'ai vus, il faut poser une demande. On n'est pas toujours accepté. On n'est pas toujours accepté parce qu'il y a du monde au balcon. Déjà, il y a à peu près 1200 concurrents qui demandent à faire le Paris-Dakar. Alors, il y a une présélection au départ. C'est suivant quoi, la sélection? La sélection, ben déjà, le critère, c'est la voiture. Je pense qu'ils regardent beaucoup la voiture et ils regardent aussi si la personne est un sportif, s'il est capable de résister physiquement à Paris-Dakar. Je crois que c'est les principaux critères, déjà. Ils demandent que ça. Ils demandent que ça, oui. Ils demandent que ça, puis après, je crois que c'est un peu à la tête du client. Un petit peu c'est un petit peu le système D, quoi. C'est le système D, mais bon, il y a beaucoup de gens qui sont acceptés. Par exemple, moi, j'ai posé ma candidature 3 fois. Bon, la 3e, j'ai été accepté. Mais pourquoi vous n'avez pas été accepté au 2e, au 1er? Bon, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas exactement pourquoi. Parce qu'il y en avait d'autres qui avaient déjà demandé avant, c'est toujours pareil. Il y a peut-être un ordre de... Oui, c'est possible. Oui. S'il y a 1200 concurrents et qu'il y a 1300 demandes, peut-être que vous entrez 1200 sur ceux qui ont demandé le plus de fois leur candidature. C'est pas évident. Enfin, moi, je crois qu'on a eu la chance d'être pris parce qu'on était dans un team déjà, donc on n'était pas isolés dans le Paris-Dakar. Alors, quand on se regroupe comme ça, on a beaucoup plus de puissance et ils acceptent plus facilement d'être pris. Moi, j'étais dans le team Coro, donc le team Coro, c'est un spécialiste du Paris-Dakar. Il est connu pratiquement partout, et surtout de Thierry Sabine. Il anime beaucoup les Paris-Dakar, lui. Alors, j'ai été pris un peu pour ça, parce qu'on faisait partie de ce team Coro. Alors, une petite question avant de laisser la parole à Hervé. Je m'appelle Durand, je suis tout seul, je n'appartiens à aucun team. Je possède une 2 chevaux 4x4 améliorée. Oui. Voilà, je suis tout seul, je me présente au Paris-Dakar, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est-à-dire déjà avec une 2 chevaux 4x4, je pense qu'on va vous refuser quand même de partir. Parce qu'une 2 chevaux 4x4 n'est pas capable de faire un Paris-Dakar, à mon avis. Voilà. Dans les conditions qu'on les fait, c'est pas possible. Mais si vous vous appelez Durand, que vous avez un Mercedes 280 GE préparé par quelqu'un que Sabine connaît ou préparé par quelqu'un de valable, on va vous prendre. Je ne vois pas pourquoi vous ne prendrez pas. Non, c'est une question. Non, mais il faut dire, Alex, qu'il y a une personne qui avait participé en 2 chevaux. Il y a une personne qui a participé en 2 chevaux, puis Sabine lui a conseillé de ne pas partir en Afrique avec. Comme il a conseillé un équipage d'une 504 de roues motrices de ne pas partir aussi. Parce que le gars, déjà, dans le prologue, s'était planté. Alors,
S'il se plante à Paris, il se plantera dans le désert. Mais en fin de compte, celui qui est en moto, il a des difficultés aussi par rapport à une de chevaux 4x4. Ah, mais De toute façon, il n'y a pas que les. Non, mais la moto est faite pour le cross. La moto est faite pour le Paris-Dakar. Hein. Une moto, c'est fait pour le tout-terrain. Mais enfin, je pense que c'est plus difficile en moto quand même. C'est beaucoup plus difficile en moto, c'est pour ça que moi j'aimerais bien le faire en moto. On est seul à se gouverner. On est seul oui, on est à la fois pilote et copilote. Et on navigue soi-même. Mais moralement, ça doit être beaucoup plus dur aussi. Parce que quand on est moralement, je ne crois pas. monter, Non, c'est pas moralement, c'est physiquement. C'est physiquement, parce que tenir une moto pendant 10 heures dans la journée, il faut quand même le faire. Et ça aussi, c'est pas n'importe qui peut le faire. Et puis on a moins de chance aussi quand même sur une moto. Moins de chance. Le classement est différent. Oui, mais enfin, il y a un petit peu classement moins de chance. Bon, en véhicule, bon, d'accord, même par exemple pour les pannes, on peut transporter des pièces, tandis qu'en moto, on peut pas tellement se balader avec des pièces sur la moto ou alors. Ah ben justement, les gars qui participent en moto, eux, généralement, ont une assistance et on paye une voiture pour transporter leur matériel, leur outillage et tout ce qu'ils ont besoin. Généralement, ils ont leur sac à dos avec le minimum vital pour la journée, ils s'en vont comme ça. Ils n'ont pas de pièces sur eux. C'est pas vrai, ça, ce qui existait avant, peut-être, même cette année, ça n'a pas existé, j'ai pas vu ça. Il y a toujours quelqu'un qui suit, de toute façon. Il y a toujours quelqu'un qui suit, par exemple, il y avait le team Picardie, là, qui avait 11 motos, je crois. Bon, c'était le camion qui transportait leur matériel. Et les concurrents auto. Vous parliez de conditions physiques. Vous pratiquez un sport exclusivement pour cette préparation du Paris-Dakar ou vous faites du sport Ah, je fais du sport depuis tout petit. Oui, moi je fais de la course à pied, football. Ce qui vous permet d'avoir Oui. la forme pour partir, justement. D'avoir la forme physique, oui. Puis disons que c'est nécessaire. Oui. J'ai un métier assez dur puisque je suis artisan en travaux publics. Bon, c'est souvent l'appel, la pioche, tout ça, puis les conditions difficiles, l'eau, le froid, la chaleur. En disant que les conditions météorologiques et je me suis pas ressenti physiquement du Paris-Dakar. J'ai pratiquement pas senti. Et d'autres concurrents Sauf le manque de sommeil, quoi. Oui. Et d'autres concurrents étaient beaucoup plus éprouvés. Je pense. Le gars qui est bureaucrate, je crois qu'il doit être surpris quand elle arrive sur un Paris-Dakar. Enfin, il faut se préparer un petit moment avant quand même. Je pense. Physiquement. Mais il faut déjà, physiquement, je crois pas, il faut se préparer psychiquement. Il faut se dire, le Paris-Dakar, c'est dur, et puis comme ça semble un peu moins dur. D'accord. Ouais. Moi, c'est ce que je me suis dit pendant des années. Je me suis dit, le Paris-Dakar, c'est très dur, d'après ce qu'on en dit, tout ça, c'est très, très, très dur. Et puis, en définitive, c'est dur, mais moins dur que je ne le pensais. En fin de compte, on est assez soulagé quand on le fait. On se dit, bon, c'est possible, c'est moins dur. Au fur et à mesure que ça avance, oui. Mais on a une certaine appréhension dès les premières étapes. Hein. C'est surtout les premières étapes qui sont difficiles à passer. Moi, je pense que le gars qui passe à Gadez, c'est-à-dire à peu près la moitié du parcours, et à mon avis le plus difficile, il est sauvé. Il a appris à piloter, il s'est adapté aux conditions de l'Afrique et il a réussi à passer son véhicule. Il est sauvé. En passant à Agadez, moi je pense que s'il a la tête sur les épaules et qu'il ne veut pas vraiment aller trop vite. Quelles sont les grosses difficultés que l'on rencontre lors de cette course du Paris-Alger-Dakar? Moi, les plus grosses difficultés je pense que c'est la poussière. C'est la poussière et les concurrents qui ne vont pas vite. Vous êtes obligé de les pousser? On n'est pas obligé de les pousser, mais on a très difficile à les dépasser. Et en général, ces gens-là bloquent un petit peu la course. Et c'est comme surtout un gars qui peut rouler vite, qui est derrière quelqu'un qui roule pas vite, il est très imprudent, il essaye de doubler malgré tout. Le désert, c'est quand même pas une route nationale. Le désert, c'est pas une route nationale, mais le désert, disons que le véritable désert sur les pistes, on n'a que 2500 km de désert, où la piste fait de 200 mètres de large à 10 km, suivant l'itinéraire que vous avez pris, suivant votre navigation. Alors, pourquoi ne peut-on pas doubler? Dans le désert, on peut doubler, mais vous n'y êtes pas tout de suite dans le désert. Disons que les deux premières étapes, c'était pas du désert, c'était de la piste. C'est-à-dire que la piste est suffisamment large pour admettre un véhicule, c'est tout. Et donc on vous signale quand même tout ce qui peut arriver quand même en partant, en démarrant.
Je sais que Thierry Sabine faisait un briefing Tous les matins à 5h30, 6h, on a un briefing de Thierry Sabine, oui, bon, qui nous indique, disons, des points qui ne sont pas dans le roadbook, mais... Une petite mise en garde, quoi. C'est une petite mise en garde, mais sur le roadbook, toutes les difficultés sont inscrites. Hein. Et le pilote qui est un bon copilote, généralement, à 50 mètres d'un obstacle, sait qu'il y a un obstacle. Parce que c'est très bien fait le roadbook. Alors justement, avant de commencer l'émission, nous avions discuté un peu, parce que moi je m'étais étonnée, je t'avais dit, René Bernard, que justement il y a une sculpture qui représente l'arbre du Ténéré. Et j'avais entendu par nos informations qu'un concurrent s'était vraiment planté dedans, alors qu'il n'y avait rien aux alentours, tout était dégagé. Et bon, vous m'avez rétabli la vérité en me disant, oui, mais si on est dans un nuage de poussière, on ne peut pas tout voir. Mais c'est-à-dire que quand on est en course, bon, naturellement, on est quand même 200 véhicules à parcourir la piste. Et il y a un écran de poussière infernal. C'est-à-dire qu'on ne voit pas au-delà du capot. Alors on marche pratiquement au radar, et s'il n'y a rien, on passe, et s'il y a quelque chose, ben... Ça passe pas. Ça passe pas. Et ça fait boum. Ça fait boum, oui. Et il y a eu beaucoup de casses cette année, non? Je pense, moi, que j'ai vu personnellement une centaine de véhicules détruits. Je pense qu'il y a eu 120 véhicules détruits. Dû à quoi? Plus ou moins, hein, mais disons, incapables de continuer la course. Alors ces véhicules sont détruits dû à quoi, principalement? Aux accidents, puis beaucoup d'imprudence, généralement. Parce que les gens veulent rouler très vite, et bien souvent, c'est pas possible de rouler vite là, à cet endroit-là. Bon, ben, ou alors ils ont un mauvais copilote qui ne signale pas les dangers. Mais les accidents arrivent souvent en doublant justement par manque de visibilité. Alors ces véhicules sont rapatriés après ou sont laissés sur place? Je ne sais pas exactement ce que deviennent les véhicules, certainement que les propriétaires essayent de les rapatrier, mais ceux qui sont perdus en plein désert, ils restent. Cette année, il y avait, la course se passe comme ça, c'est-à-dire que vous partez, et quand tous les concurrents sont partis, il y a une voiture balai et un camion balai, il y a un hélicoptère qui suit la course. Bon, si un véhicule s'est planté dans le désert et que le camion balai passe, on prend l'équipage dans le véhicule balai, et on laisse le véhicule dans le désert. Moi j'ai vu des motos toutes neuves, le pilote était blessé, et motos toutes neuves blessées dans le désert comme ça. Et bien souvent on ne peut pas aller la rechercher. Et une voiture qui est enlisée dans le désert, généralement personne ne veut aller vous la rechercher. Ou alors ça coûte très cher. C'est pas du bénéfice à Paris-Alger, d'accord alors? Combien coûte le Paris-Alger-Dakar? C'est pas du tout un bénéfice, non. Non. Ouais, c'est une très bonne question ça. L'engagement. Une Pour personne... l'inscription du Paris-Alger-Dakar. On pourrait même poser une question. Oui. Une personne qui veut, moi ou Alex par exemple, on nous dit l'année prochaine on va faire le Paris-Dakar, si on tenait à accepter, avec l'achat de tout compris, c'est-à-dire qu'on dit bon demain on part, il nous faudrait combien d'argent? Bon, tout dépend déjà, le budget, tout dépend du véhicule que vous voulez avoir déjà. Parce que le plus gros budget en définitive c'est le véhicule. Bon, vous pouvez très bien acheter un véhicule 50 000 francs, le mettre en état vous-même pour qu'il soit compétitif, pour qu'il puisse arriver à Dakar. Disons qu'une préparation va vous coûter 100 000 francs. Bon, là déjà le véhicule au départ ça sera 150 000 francs, minimum, à mon avis. Ensuite vous avez, si vous voulez vraiment un véhicule super compétitif, vous voulez arriver dans les 20 premiers, bon, il faut compter 350 000 francs pour le véhicule. C'est-à-dire l'achat d'un véhicule, un Mercedes, qui coûte à peu près 180 000 francs maintenant. Toutes les transformations autour, à mon avis, c'est de l'ordre des 150 000 francs si vous vous faites préparer. Si vous préparez vous-même, avec l'achat des pièces, ça revient beaucoup moins cher. Moi, j'avais préparé mon véhicule moi-même, disons que ça m'est revenu à 30 000 francs de pièces. Alors, moi, j'ai une question à poser. Oui, mais c'est pas fini, on n'a pas fini. C'est pas fini pour le budget. C'est pas fini pour le budget. Oui, exact. Après, vous avez l'engagement. Alors, l'engagement, pour un équipage de deux personnes, plus la voiture, l'engagement est de 30 000 francs. Manger, enfin un repas. Non, c'est pas compris ça. Vous avez 30 000 francs d'engagement. 30 000 francs c'est... Pour la course. C'est tout. C'est l'inscription par contre. C'est l'inscription. Et vous avez une assurance compris là-dedans? Pas encore, non. Ah non, pas encore. C'est rassurant, alors continuons. L'addition est lourde. Vous avez les frais d'embarquement des véhicules. Bon, déjà du 7 à Alger, de l'ordre de 5 000 francs. Et puis, véhicule. pourtant, c'est pas donné. C'est pas donné, non.
Ensuite, vous avez les frais donc, de rapatriement du véhicule si vous arrivez au bout, si vous ne le laissez pas dans le désert, qui est de l'ordre de 8000 francs, à peu près. Vous avez le rapatriement de l'équipage par avion, qui revenait cette année à 3900 francs. 3900 francs pour les deux. Et ensuite, vous aviez la participation à Africa Tour, c'est-à-dire le moyen de manger. Oui, ce que vous suivez, oui, d'accord. Et ça revient, je crois, à 3000 francs par membre d'équipage. 3000 francs par membre d'équipage pour 20 jours. Pour 20 jours. Pour 20 jours. Ça comprend donc le déjeuner le matin, le repas du midi? Non, même pas? Pas tout à fait comme ça, non, parce que vous avez le repas du soir, bon, qui est pas mal, le petit déjeuner qui est un peu moins bien, surtout quand vous arrivez le dernier, il n'y a plus rien, vous avez quand même le café et le chocolat, ça va. Et pour la journée, vous avez une ration pour la journée. Une ration qui se comporte... Oui, bien sûr, parce que la course ne s'arrête pas. Je suis bête, on ne s'arrête pas pour manger. Ah, on ne s'arrête pas pour manger, non, puis on ne mange pas de On casse la croûte comme ça. On ne mange pas, non. On boit beaucoup. Alors on prend une réserve d'eau, généralement de 10 litres, et on boit toute la journée. Oui, parce qu'on ne s'arrête pas, vous posez la On ne s'arrête pas. Non, on n'admire pas le paysage. On n'admire pas le paysage. On ne voit pas le paysage, c'est de la poussière à droite, de la poussière à gauche et de la poussière devant. Bon, il y a derrière aussi. Alors, il y a le bonhomme qui boit, mais il y a aussi la voiture qui boit. Et ça doit coûter cher également. Ah, il y a la voiture qui boit. Alors, pour un véhicule tout-terrain qui se respecte, à mon avis, il faut, pour mon cas personnel, 25 000 francs de carburant. Et justement, il n'y a pas encore eu des difficultés cette année? Il y a eu des difficultés parce que, disons, que les pays qu'on traverse en profitent. Oui, voilà, vous avez donné un prix, puis on s'est bien sucré. Oui, on avait fait une moyenne de 6 francs sur le Paris-Alger-Dakar, et en définitive, c'était une moyenne de 11 francs. Par contre, c'est moins cher en France. Alors, quelqu'un qui part avec un budget tout à fait... pas restreint, mais enfin limité, qui s'est fixé un prix pour l'essence, quand il arrive, ça fait quand même énorme. Il y a des gens qui avaient prévu un budget de 12 000 francs pour le carburant, et je ne sais pas comment ils sont débrouillés pour arriver à Dakar. Ils ont peut-être emprunté de l'argent à d'autres concurrents. Alors, le plus cher de l'essence que vous avez pu rencontrer au cours du parcours, vous avez payé combien le litre d'essence? On a payé le litre d'essence en Sierra Leone 19 francs. 19 francs le litre d'essence. Et le moins cher? Pas tout le monde, mais enfin 19 francs. C'était mon cher carburant. À une consommation de combien? Une consommation à 4 roues motrices consomme à peu près 30 à 35 litres au 100. Puis pour sans oublier qu'il faut dire qu'il faut 200 chevaux quand même. Ça fait 200 chevaux, ouais. Pas tous, mais... C'était le plus petit territoire à traverser? C'était le plus petit territoire. Heureusement pour vous. Oui, heureusement. Si ma mémoire en calcul mental est encore à peu près bonne, ça doit faire un coût de 200 000 francs en moyenne. Tout compris. Tout compris? Non. À mon avis, ça fait 100 000 francs pour les engagements carburant, rapatriement, véhicule et... Peut-être, oui. On invite les auditeurs aussi à téléphoner pour poser des questions s'ils en ont. Hein. Si vous avez des questions. Voilà, il faut en profiter. Donc, non, mais c'est quand même bien la preuve que ce n'est pas n'importe qui peut faire le Paris-Dakar. Il faut quand même avoir des moyens. Des moyens financiers? Des moyens, pas forcément. Même si on est dans une écurie. Il faut être sponsorisé. Il faut être sponsorisé. Une petite aide. Mais là, je suppose que vous avez quand même des moyens personnels à mettre, même avec du sponsoring. Moi, j'ai emprunté pour acheter ma voiture. J'ai emprunté 70 000 francs pour faire le Paris-Dakar. Mon coéquipier a fait un petit apport de 30 000 francs et on avait un sponsor de 50 000 francs. Le Jean C17. Et alors, finalement, vous ne regrettez pas? Non, on ne regrette pas du tout. Non. Et qu'est-ce que ça vous a... Maintenant vous êtes rentré, quelle impression ça vous fait? Vous avez gagné quelque chose? Vous avez la joie d'avoir fait... Moi, je suis très déçu, puisque, comme on le sait, j'ai abandonné j'étais mis hors course, moi. Dans le Paris-Dakar. Oui, mon copilote est tombé malade dès Alger. Et à partir de la 3e étape, il était impossible pour lui de continuer.
Je pense, moi, qu'il a eu une appendicite. J'ai pas eu de nouvelles depuis, puisque je viens de rentrer, mais il a dû avoir une appendicite. Et il était rapatrié sanitaire. Mais alors, dû à votre copilote, c'était pas de sa faute finalement d'être malade ou de tomber comme ça. On vous disqualifie d'office. Vous êtes disqualifié, il y a un règlement, il est impitoyable, il n'y a rien à faire. Si vous êtes, si l'équipage est dissocié, vous êtes mis hors course. Ça me paraît un peu injuste ça, parce que finalement, Ouais, mais à ce moment-là, n'importe quoi peut arriver. Mais oui, mais vous auriez pu parer, je sais pas, retrouver quelqu'un d'autre ou. moi j'avais trouvé quelqu'un d'autre, j'ai demandé à Thierry Sabine de pouvoir continuer, il n'a pas voulu. Le règlement, c'est le règlement. Il est très dur, lui, hein. Très dur, non. Il est juste, on dit juste. Il est juste, il est bien. Ouais. Alors des deux, c'est le coéquipier ou vous qui avez été le plus déçu? Oh, mais c'est moi, naturellement, puisque moi je prépare le Paris-Dakar depuis longtemps. L'apport d'argent a été fait à 75% par mois. J'ai préparé mon véhicule tout seul. Et le plus déçu, naturellement, c'est moi. Pour la perte d'argent ou pour le pas avoir Non, la perte d'argent, disons que ça on n'en cause pas, la perte d'argent c'est rien. Mais c'est le tout, on peut être dans la compétition. C'est une grosse déception parce que quand là, depuis des années on dit on va faire le Paris-Dakar, on va faire la compétition, on veut pas aller se balader. Et vous avez néanmoins continué J'ai continué, oui. avec un équipage alors inconnu? Non, j'ai continué à partir de Taman Rasset tout seul. De Taman Rasset à Agadez, tout seul. C'est-à-dire j'ai fait tout le désert tout seul. Plein ou vous avez gardé quand même la Au compétition? régime de compétition. Oui. J'étais là pour la compétition, pour apprendre des pistes et j'ai roulé aussi vite que les autres. Bah alors lire les cartes et puis conduire, ça va ensemble? Oui, on peut très bien suivre le roadbook, lire la carte, prendre la boussole et conduire, il n'y a aucun problème. Oui, il y a une question que je voudrais poser. Qu'est-ce qu'on appelle préparer un véhicule pour le Paris-Dakar? Ben, préparer un véhicule. Un véhicule, déjà, quand il est d'origine comme ça, il n'est pas capable, à mon avis, de faire un Paris-Dakar en allant vite. En allant doucement, oui, n'importe quel véhicule peut le faire. Mais seulement, il faut au moins arriver en même temps que les autres. Pas trop longtemps après, parce que quand vous avez 2 jours de retard, on vous prend plus. C'est-à-dire que Mais un véhicule, il faut tout renforcer. Il faut renforcer la suspension, il faut tout renforcer. Il faut ressouder le châssis. Moi, j'ai ressoudé tout le châssis. J'ai renforcé les têtes d'amortisseur. J'ai mis une suspension rallye spéciale très dure. Il a fallu... Bon, ben, on a amélioré le moteur pour faire gagner une 30aine de chevaux, pour pouvoir être compétitif, pour pouvoir rouler plus vite, avoir plus de puissance, parce qu'en définitive, c'est la puissance qui compte beaucoup. Il faut équiper son véhicule, c'est-à-dire il faut mettre des arceaux de sécurité. Alors les arceaux de sécurité dans un véhicule, bon, ben, si on veut acheter quelque chose de vraiment sûr, c'est quand même 10 000 francs. Il faut un réservoir supplémentaire d'environ 300 litres. Un réservoir supplémentaire est aux normes FIA, donc ça coûte très cher. Un réservoir supplémentaire, ça coûte 10 000 francs. Il faut l'installer encore. Moi, j'ai mis 15 jours pour l'installer. À raison de 15 heures par jour, attention. Non, enfin, c'est une question que je vais poser, Oui, parce que je oui. me mets un petit peu à la place des auditeurs. On parle toujours de préparer un véhicule. Oui. Et en fait, on sait pas Il faut l'alléger en plus. Alors moi, j'ai tout supprimé. Les vitres, tout ce qui est carrosserie, tout ce qui sert à rien. tout ce qui sert à rien a été supprimé. J'ai remplacé par du Dural Aviation, par du plastique, des portes, des ailes, des capots qu'on a fait nous-mêmes en polyester, moulés sur les anciens. Et